Bonjour à tous, mon nom est Philippe de chez Cloutier Pro Mini-Moteur. Aujourd'hui, on va tenter de faire une petite capsule pour vous donner un outil pour que vous puissiez faire votre entretien minimum vous-même. Un outil qui va vous permettre de voir complètement les points de graissage sur un tracteur Walker, comment aiguiser les couteaux, quoi faire pour l'inspection journalière. On va partir du devant de la machine, puis on va aller jusqu'en arrière. Vous allez en apprendre pas mal. C'est le même exposé qu'on fait lorsqu'on livre une machine. On vous explique ça du début jusqu'à la fin. Première des choses, sur le tracteur, il y a l'entretien à faire au niveau de la tondeuse. L'entretien principal va se faire sous la tondeuse. Pour être en mesure d'aller en dessous, sur un Walker, on a la possibilité de le faire. Là. On ouvre le bras côté droit, même chose sur le côté gauche. Ça va nous permettre de soulever la tondeuse. Lorsqu'on l'accroche, il faut vraiment s'assurer que la broche qui est ici va vraiment bien dans le dispositif. Il faut donc être attentif à ce que je ne la relâche pas qu'elle me tombe dessus. C'est important de bien mettre ça en place. On s'assure que c'est bien relevé. Puis là, on peut la lâcher, il n'y a aucun problème. Suite à ça, on se ramasse avec un bon visuel sous le tablier. Il faut comprendre que toutes les tondeuses qui existent sur le marché travaillent mieux lorsqu'elles sont propres, lorsque les lames sont bien aiguisées et lorsqu'il n'y a pas d'objet qui limite l'aérodynamisme sous le body en bon français. Sur un tracteur Walker, particulièrement les machines qui ramassent, on a une lame qui s'installe sur le côté droit et on a une lame qui s'installe sur le côté gauche, puisque les deux lames tournent dans un sens inverse. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette tondeuse-là qu'on a ici, c'est une tondeuse de 42 pouces. La lame qui est à gauche, lorsqu'on est assis sur le siège, tourne dans cette direction-là pour lancer le matériel vers le milieu de la tondeuse. Et la lame qui est à droite, lorsqu'on est assis sur le tracteur, va tourner dans ce sens-là. Ce qui fait en sorte que si je retire mes deux lames afin de les aiguiser et que je les réinstalle à l'envers, évidemment, il n'y a plus rien qui va fonctionner. On va les retirer, on va essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Pour les retirer, ça prend une douille 15-16. On va commencer par la première lame. Évidemment, pour ne pas que les lames tournent lorsque je tourne ma clé dynamométrique, on va pousser le tablier vers le fond pour barrer l'arbre d'entraînement. On va dévisser ça. Oh, je n'ai pas été assez fort. On enlève la première lame. La même chose avec la deuxième. On voit clairement que si je mets les deux lames une à côté de l'autre, les deux lames n'ont pas le pitch là, ou l'oreille comme telle n'est pas située sur le même sens. On se comprend mieux si on voit comme ça. Là. Puis si on les met comme ça ne fonctionne pas. Une lame de toute tondeuse, incluant les tracteurs Walker, pour que ce soit bien aiguisé, il faut aiguiser ou retirer du métal sur une seule surface de la lame. Trop souvent, on voit des lames qui sont aiguisées en V. Mais l'idée, c'est que si j'aiguise ma lame en V, il y a une portion, donc celle qui serait située ici, qui va pousser de l'air vers le sol, puis ça ne coupe pas bien le gazon. En réalité, ça peut faire en sorte que vous vous ramassez avec des couettes, même si au toucher, elle est coupante. On n'aiguise pas une lame de tondeuse comme un couteau de cuisine. C'est vraiment une seule surface qui doit être aiguisée. Il faut la mettre avec le plus d'angle possible. C'est-à-dire que si j'aiguise puis c'est pratiquement carré, ça ne coupe pas bien. Il faut mettre ça avec le plus d'angle possible. Évidemment que lorsqu'on aiguise une lame de tondeuse, il faut bien la balancer aussi. C'est encore peut-être plus vrai sur un tracteur Walker parce que ce sont des boîtes d'engrenage qui entraînent les lames. Et si on ne balance pas bien les lames, on va avoir une vibration qui va être créée, qui ne sera pas nécessairement perceptible par l'opérateur, mais qui en bout de ligne peut lousser ou
rendre les bottes lousses sur les boîtes d'engrenage, puis ça pourrait mener à du coulage d'huile à long terme. Un balanceur, ben, c'est pas parce qu'on en vend qu'on vous dit ça, mais évidemment, on en vend ici. Ça permet d'installer la lame sur un genre de cône. Puis s'il y a plus de métal sur un côté que sur l'autre, donc si le côté gauche est plus pesant que le droit, bien, la lame va descendre vers le bas. Lorsqu'elle est bien balancée, la lame va se tenir droite dessus. Fait que ça, c'est un indicateur comme quoi vous allez minimiser ou même éliminer la vibration et c'est très important de le faire. Puis évidemment que quotidiennement ou même quand les conditions sont plus difficiles, c'est loin d'être interdit de nettoyer ça une fois de temps en temps. Des fois, vous allez faire un minimum d'entretien pour un maximum de rendement. Puis le 3 minutes que vous aurez pris durant la journée pour bien nettoyer ça à quelques reprises, vous allez le récupérer x 10 durant le temps parce qu'on va minimiser le blocage dans le système de chute en dessous. Donc, plus c'est propre, mieux ça travaille. Lorsqu'on remet les lames en place, on va essayer de vous expliquer franchement comment ça fonctionne. On a 2 ronds ici, puis on a 2 côtés plats. Bon, évidemment, ça, c'est un casse-tête pour enfants de 2 ans et demi. C'est assez simple à comprendre qu'on a le même dessin sur l'axe de la lame. Mais je pourrais très bien mettre la mauvaise lame à la mauvaise place. Ça, actuellement, bon, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça, c'est la lame qui va sur le côté gauche. Puis je vais la mettre sur le côté droit juste pour vous indiquer comment ça fonctionne. Bon, là, je suis en place. Mais si on y va avec la logique, la lame qui est ici, on sait qu'elle prend le gazon et qu'elle le lance vers le milieu de la tondeuse. Fait que là, de la façon que c'est installé là, la lame, elle tournerait dans le sens, ben, si on est sur notre côté, dans le sens des aiguilles de montre. Ici, là, ça ne coupe pas pantoute. Fait que si j'installe ça comme ça, puis je mets l'autre lame de l'autre côté, le gazon, il ne se fera simplement pas couper du tout. Puis curieusement, des fois, il y en a qui installent ça comme ça, puis qu'une semaine et demie après, ils arrivent ici, puis ils nous disent « Crime, mon walker, ça ne tombe pas bien. » Ben, des fois, il me semble que ça devrait paraître immédiatement, mais il faut vraiment comprendre qu'il faut installer la lame à la bonne place. Fait que si on les enlevait les deux, puis on ne sait plus trop dans quel ordre les remettre, il faut y aller simplement avec la logique. Ou marquez-les avant de les démonter. La lame qui elle va là. Là, je suis en place. On a la quincaillerie suivante. On a le tarot, on a un washer, puis on a un lock. On met le washer en premier. Le lock en deuxième, le tarot en troisième. On a la même chose avec l'autre ici. On est en place. Le washer, le lock et le tarot. Puis là, on arrive dans une période, dans une section un peu critique. Sur les tracteurs Walker, il y a ce qu'on appelle des boulons de sécurité sur chacune des lames. Ce que ça fait, c'est que si, par exemple, vous tondez, vous frappez quelque chose de robuste, de solide, les boulons qui sont ici vont se sectionner afin que la lame qui est sur l'assiette que vous voyez ici puisse tourner et donc minimiser le choc rendu aux boîtes d'engrenage. Pour que ces boulons de sécurité-là fassent bien leur effet, il faut qu'on ait donné un couple de serrage qui est assez précis sur le boulon qui est ici. On recommande environ 70-75 pieds-livres de couple. Puis ça, pour être en mesure de bien le faire, ça prend une clé dynamométrique. C'est une clé sur laquelle on peut déterminer le couple de serrage. Dans le cas actuel, je vais le positionner à la bonne place. On parle de 70. Bon, j'ai sélectionné ça à 70. On va serrer chacun des boulons qui est ici. Si je le serrais pas assez, on va frapper une pissenlit en santé, puis les boulons vont briser. Autrement dit, les bottes vont briser à rien. Puis si on le met trop serré, bien, les boulons ne feront pas leur travail et à long terme, les boîtes d'engrenage vont se ramasser avec des dommages qui peuvent être plus importants, étant donné que ça ici, ça n'aura pas fait son travail. Là, dans le cas actuel, j'ai bien setupé mon outil. Bon, je vais pousser encore une fois ma tondeuse vers le fond. Toc! Ça, c'est ce qui m'indique que j'étais à la bonne place. Cette lame-là est serrée.
On va faire la même chose avec celle-ci. Mes deux lames sont seules. Fait que si on récapitule rapidement, on s'assure de tenir la tondeuse le plus propre possible. Les lames, on sait qu'il faut aiguiser simplement une seule surface et non, il ne faut pas faire de V avec. On s'organise pour avoir l'angle le plus court possible et on s'organise pour qu'on ait bien serré nos boulons de sécurité. Si on suit ça pas mal à la lettre, vous n'aurez pas vraiment de problème avec la tondeuse puis elle va vous donner le meilleur rendement possible. On va redescendre ça. Pour le descendre, c'est fort simple. On pèse sur le petit bouton rouge ici. On pousse la lame, la tondeuse vers l'arrière. On défait la broche du dispositif. On descend tout ça. On va remettre ça en place. Sur le dessus, l'entretien qu'il y a à faire, c'est des points de graissage. Sur un walker, certains vont prendre ça comme un côté négatif. Moi, je vois ça comme un côté 100% positif, mais la machine est graissable d'un bout à l'autre. On peut donc dire que c'est très entretenable. Sur la tondeuse, on part d'en avant, on en a un dans chaque pivot. Il faut comprendre que ces pivots-là, il y a des points de graissage, mais c'est pas commandé de graisser à haute pression. C'est-à-dire que ça, là, étant donné que c'est bien scellé en haut et en bas, on commande un graissage annuel de 2 ou 3 coups de graisse gun, juste pour s'assurer qu'il y en a dedans. Mais il ne faut pas graisser jusqu'à temps que la graisse sorte parce que c'est scellé. Ce sont les deux seuls points qui sont scellés sur la machine. Fait qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5. Même chose de l'autre côté. 6, 7, 8. Il y en a un 9e qui, pour aller le graisser, il faut retirer la boîte qui tire. Il y a un boulon qui est sur ce côté-ci. Même chose de l'autre côté. Lorsqu'on le retire, on va voir qu'il y a un point de graissage dans le joint du driving shaft. Donc, on est rendu à 9. Il y en a un autre aussi. Ça, celui que je vais vous montrer là, c'est le plus difficile d'accès sur la machine. Pour y avoir accès, il faut tirer la tondeuse de quelques pouces. J'ai première des choses à enlever le hairpin qui est situé dans l'axe qui est ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Clox. Puis là, je vais être en mesure de tirer la tondeuse. Je n'ai pas besoin de la retirer, mais on fait juste y donner un petit peu d'espace. Puis de cette façon-là, je m'organise pour être capable d'enlever là, j'enlève mon arbre d'entraînement. On le voit très bien qu'il y a un point de graissage qui est ici, dans le joint. Nous, je vous dirais qu'on recommande une fois de temps en temps de prendre à l'aide d'un pinceau. On met de la graisse dans le trou qui est ici. Puis le fait qu'on fasse ça, bien, le système ici fonctionne toujours bien. Puis ça ne viendra jamais qu'à rouiller après l'arbre d'entraînement qui est sur le tracteur. Pour le remettre, vous comprendrez que on fait le même principe, on la tire un peu. Je vais bloquer avec mon pied. On a une flèche qui est là. Puis une autre flèche qui est ici. Ces deux flèches-là, il faut qu'elles soient alignées pour que je sois en mesure de brancher l'arbre de la tondeuse à l'arbre du tracteur. C'est ce qu'on va travailler à faire. Voyez-vous? Puis, je vais aller le brancher directement sur le shaft du tracteur. Tox. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, là. Peut-être pas... Mais vous allez voir, lorsque vous allez voir sur votre machine, là, il y a un seul shaft qui sort en arrière, il y a un des splines dessus. On va simplement brancher ça là, puis le tour est joué. Fait que ça, c'était le plus difficile, parce qu'il faut retirer la tondeuse d'un pouce ou deux pour y avoir accès. On va mettre les pins en place. Et voilà. Au niveau de la tondeuse, on a pas mal fait le tour. Dans les roues en avant, depuis quelques années, c'est des bearings scellés. Donc, il n'y a rien à graisser là. Et les pneus sont des pneus pleins. Fait qu'il n'y a pas de crevaison. On n'a pas à mettre d'air dedans. Anciennement, c'était des bearings graissables. Si c'est ce que vous avez à la maison, bien, sachez que ça, c'est dû à être graissé. Là, une fois par 25 heures, il faut faire le tour. D'ailleurs, au niveau de la tondeuse, c'est ce qu'on commande aussi une fois par 25 heures ou probablement une fois par semaine là, pour la plupart des paysagistes.
Suite à ça, ben, on a un petit peu de mécanique qui va être sous le bac et sous le siège. Pour y avoir accès, on sait qu'il faut ouvrir le bac avant d'ouvrir le siège. Les machines qu'on a depuis 2 ans ont un dispositif qui est situé sur le dessus du moins simplement derrière le siège. Anciennement, on n'avait pas ce couvercle-là ici. Il y avait un petit latch ou un petit bras qui était rouge. On tirait sur le bras, tout s'ouvrait. Puis ça, on recule encore plus que ça, mais il était de mon côté. Mais ça fait quand même plusieurs années. Dans le cas actuel, il faut mettre une petite pression sur le siège. On tire le dispositif. Là, le siège va se relever. À l'intérieur de ça peut paraître super complexe, mais notre but ici, c'est pas d'aller trop en profondeur, c'est d'y aller avec l'entretien périodique, l'entretien minimal que l'opérateur devrait faire. C'est sûr que lorsqu'on pousse la chose un petit peu, là, il y a de l'aspect technique qui est pas mal plus au rendez-vous. On va s'en tenir, nous, à ce qui est important d'être fait plutôt quotidiennement ou une fois par semaine. Nous, on recommande une inspection visuelle avant chaque utilisation. L'inspection visuelle se traduit par probablement 35 secondes. Il faut à la base s'assurer visuellement qu'on n'ait rien qui coule. Donc, est-ce qu'il y a une transmission hydrostatique, il y a un couvercle qui coule? Est-ce qu'on voit de l'huile à quelque part qu'on n'est pas supposé de voir? De plus, on a des fans en plastique qui servent à refroidir les transmissions hydrostatiques. Si un fan brise, il faut le remplacer. C'est la seule ventilation que la pompe va avoir. Et évidemment que si on n'en a pas, puis on est dans une journée particulièrement chaude, l'huile qu'il y a dans la pompe peut surchauffer. Et ça, ça ne prend pas 3 mois. Là. À l'intérieur de quelques heures, le problème peut être créé si on n'a pas nos fans. Donc, une fois par jour, on vérifie ça. Il y en a un qui est ici. Et le deuxième est entre la batterie et la pompe. Donc, il y a un fan qui est là. Celui-là, c'est extrêmement rare qu'il va briser, à moins qu'il y ait une branche qui soit rentrée là ou vraiment un corps étranger. Je ne vous dis pas que lui, c'est très fréquent, mais il est un petit peu plus vulnérable. Fait que ça, c'est important de bien s'en assurer. Deuxième des choses, on a un moteur à essence. Deuxième. On est rendu à la 12e chose, mais bref, on a un moteur à essence dans cette machine-là. On vérifie l'huile. Ça, c'est important. Vérifier l'huile, là, c'est pas une suggestion. C'est vraiment la vie du moteur qui en dépend. C'est un gauge comme sur une voiture, comme sur un pick-up, peu importe. Il y a une ligne en haut pour full, puis une ligne en bas pour add. On s'assure que c'est toujours à la ligne du haut. Ces moteurs-là sont très sollicités. On les utilise tout le temps au maximum, puis on les utilise dans des conditions chaudes, poussiéreuses. Assurez-vous donc qu'il y a toujours assez d'huile là-dedans. S'il y en manque, on ne dit pas « je vais le faire demain » parce que la consommation de ces moteurs-là est normale. On ne dit pas que ça en consomme 1 litre par jour, mais ça fonctionne de la façon suivante. Si, par exemple, le matin, il manque ne serait-ce que 200 ml d'huile dedans, on peut se dire, crime, il n'y a rien là, il y en a juste un petit peu en bas de la ligne full, mais moins il y a d'huile dans le moteur, puis plus l'huile restante se consomme vite. Fait qu'on a des fois des gens qui disent, mon moteur ne prend jamais d'huile. À un moment donné, on a eu une période de canicule, parce que plus c'est chaud à l'extérieur, plus ça en consomme. Il y en a pris un petit peu, mais je vais y mettre de l'huile à la fin de la semaine. Finalement, on arrive 2 jours plus tard, puis le moteur il est vide d'huile. Il faut vraiment comprendre que s'il en manque, on doit en ajouter. Il ne faut pas se fier au buzzer qui est sur le panneau pour vous dire qu'il manque d'huile. Il est trop tard. Pour en ajouter, on a un bouchon ici de remplissage. Donc, on sait qu'il rentre environ 1,8 litres à l'intérieur de ce moteur-là. Donc, si jamais il manque d'huile ici, on en ajoute par là. L'huile recommandée est de la 20W50, évidemment Kohler en fabrique. On pourrait aussi mettre de la SAE30, mais depuis quelques années, on recommande de la 20W50. C'est les nouveaux standards. Ça fait en sorte que le moteur démarre bien à froid, puis par temps chaud, on a quand même une huile qui est assez visqueuse. Avec la 2050, on n'a pas de problème. Évidemment, en même temps, dans votre inspection journalière, on s'assure que les courroies ne sont pas pleines de cordes, qui ne sont pas en train de s'effilocher. Une autre chose qui est très importante, particulièrement en début de saison, de mon côté, il y a le grillage d'entrée d'air du moteur. Je ne sais pas si on va essayer de vous le montrer, là. Ces moteurs-là qui sont là-dedans, c'est des moteurs, ou du moins principalement des moteurs refroidis à l'air. Le moteur prend son air par ici. Il y a un grillage là, que j'ai le doigt dessus actuellement. L'air entre par là. Puis elle parcourt le système de ventilation du moteur et elle va sortir de l'autre côté. Si ce grillage-là ici vient rempli de pollen ou il y a un sac de plastique qui le remplit,
c'est à peu près certain que votre moteur va venir qu'à avoir chaud. Bon, évidemment, il y a un indicateur, il y a une lumière qui va vous l'indiquer. La lumière est sur le panneau de contrôle ici. On a, en tout cas, c'est marqué Cylinder Head Temperature. Donc, mais il ne faut pas attendre que cette lumière-là allume. Dans l'inspection journalière, on vérifie. Donc, on n'a pas grand-chose à faire. Ça fait longtemps que je parle, mais on a nos 2 fans hydrostatiques. On s'assure qu'il n'y a pas d'huile qui coule, qu'on n'a pas d'huile, donc là où on n'en a pas en temps normal. On s'assure qu'on a assez d'huile dans le moteur. Puis s'il en manque, on en ajoute. C'est pas juste de vérifier, il faut en ajouter s'il en manque. Puis on s'assure que le moteur prend bien son air. On va aller un peu plus en profondeur, peut-être pour une inspection hebdomadaire. Mais en gros, j'en profite pour aussi vous montrer les points de graissage. On était rendu à 10 points de graissage pour l'avant de la machine. On en a un 11e qui est ici. Il y en a un 12e qui est juste à côté. C'est peut-être pas évident à voir, là, mais... Il y en a un 13e qui est là. 14-15. Il y en a un 16e qui est ici. 17. Partout où ça bouge, il y a un point de graissage. 18. 19. En arrière, ici, dans le fond, je peux peut-être vous le montrer, il est là, là. Il y en a un 20e. Il y en a un 21e ici. Il y en a un 22e. Celui que je vais vous montrer, c'est pas le plus facile. Mais c'est pas qu'il est dur d'accès, mais on ne le voit pas d'en haut. Il est en dessous, ici. Je sais pas si on le voit par en haut, là. En tout cas, je vous le pointe, il est juste en dessous de la grosse courroie. Donc, on est rendu à 22. On en a un 23e qui est dans le système de transmission, dans la roue, si vous voulez. Là. On le voit-tu bien? OK. Même chose de l'autre côté, ça va faire 24. Donc, dans l'autre roue, c'est ça, là, on le voit. Là. Il y en a un 25e ici. Donc, on va se pencher en dessous de la... On le voit-tu d'en haut? Ouais. On y a accès en dessous de la machine. Ouais, ok, je vais le faire. C'est ça. Donc, je le dois dessus actuellement. Il y en a en arrière de la machine. On va aller voir ça ici. Dans les roues. Il y en a un là. On est rendu à 26. Un 27e, à la même place dans l'autre roue. On fait le tour. Ouais, dans le cas actuel, il y en a effectivement parce qu'on en a sur cette machine-là 27. Fait que c'est sûr et certain que si vous graissez votre machine puis vous êtes rendu à 12, puis vous dites je l'ai tout graissé, non, vous l'avez oublié. Mais peut-être des fois reviser la vidéo si jamais vous l'avez oublié. Sur la tondeuse, on en avait 9. Sur l'appareil ici en arrière, on en avait dans le fond 18. Fait qu'on s'assure de bien faire le tour. Ça aussi, c'est recommandé une fois par 25 heures. On essaie d'y aller avec la logique aussi. Si par exemple, durant mon 25 heures, ça a donné qu'il n'y a plus toute la semaine, je l'ai nettoyé à l'eau tous les jours, ben il faut vraiment être très minutieux sur le 25 heures. Si toutefois on tombe du beau gazon, puis la machine ne se salit pas, puis je n'ai pas à la nettoyer, quand même qu'on le fera aux 35 heures, c'est pas dramatique, mais la norme, c'est 25 heures. Souvent, ça donne une fois par semaine. On fait le tour un coup qu'on s'est bien habitué ou qu'on l'a fait une fois. Ça prend 10-12 minutes, puis vous assurez de prolonger au maximum la durée de vie de votre machine. Puis pas juste en termes de durée de vie, mais plutôt aussi en termes d'efficacité. Quand tout est jammé et que les bras ici ne fonctionnent plus, on a beau dire et beau faire, mais on n'a pas la même performance qu'on devrait avoir avec une machine comme ça. Parce qu'un walker, à la base, c'est vraiment une machine qui est faite pour rentabiliser le travail d'un paysagiste ou pour mécaniser plutôt le travail d'un paysagiste. Assurons-nous donc que notre employé est en pleine santé. Ça ne demande pas grand-chose, mais on s'assure qu'au moins on bénéficie à 100% de ce qu'il est capable de nous donner. Écoutez, au niveau des pompes hydrostatiques et moteurs de roue, on ne recommande pas de faire ça à la maison parce qu'il y a une certaine procédure à suivre. C'est un changement d'huile annuel ou à chaque 400 heures d'utilisation. Donc ça, c'est pour ce qui est des pompes hydrostatiques et les moteurs de roue qui sont ici. Au niveau du reste, au niveau des courroies, c'est des tensionneurs constants. C'est des ressorts qu'il y a là-dessus. Ce qui fait qu'on n'a pas réellement d'entretien à faire. La seule qu'il faut suivre d'un peu plus près, c'est la grosse courroie large qui est ici.
la courroie qui prend le pouvoir du moteur puis qui amène ça au transfer case, c'est-à-dire qui va alimenter la turbine et la tondeuse. Cette courroie-là, vient qu'à prendre un petit peu d'usure. Les poulies, la même chose. Puis il y a un ajustement à faire dessus. Voyez-vous, là, c'est neuf. La distance entre la tête du boulon et la pièce de quincaillerie qui est ici, on parle d'environ 3/8 de pouce entre les deux. Si, par exemple, quand ma courroie est embrayée, donc quand j'ai levé mon bras pour actionner la courroie, il n'y a pas de distance ou il n'y en a pas assez, la tension sur la courroie ne sera pas assez bonne, puis ça peut provoquer un glissement qui va accélérer grandement l'usure de la courroie et des poulies. Fait que si toutefois vous vérifiez ça chez vous et vous voyez qu'il manque de tension, il y a plus que ça à faire, mais la façon simple de remédier à la situation, c'est qu'il y a un tarot qui est ici. Je vais juste le slacker un peu. Puis on va dévisser le boulon qui est ici, probablement de quelques tours. Lorsqu'on aura notre bon ajustement, on resserre le tarot qui est ici et le tour est joué. Il faut bien s'assurer qu'on a une bonne tension sur la courroie. Et un autre ajustement qu'on aime bien parler, bien que la plupart des gens vont venir qu'à l'oublier, c'est qu'on a un frein sur la boîte de transfert qui est ici, qui fait en sorte que lorsqu'on désembraye les lames, il y a un frein qui va s'appliquer et les lames vont freiner. Puis ça, à la longue, comme un frein sur une voiture, ça vient qu'à s'user. L'ajustement qu'on a, c'est le boulon qui est au bout de mon doigt ici. Là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, ce boulon-là. Fait que si on manque de tension sur le frein, on va s'entendre que les lames vont être plus longues à arrêter. Ce qu'on doit faire, c'est simplement visser ça ici. On ne visse pas ça à outrance. On va le visser jusqu'à temps que, en faisant le test, je pars le moteur, j'actionne les lames. Quand je désembraye les lames, il faut qu'à l'intérieur de 3 secondes, mes lames soient arrêtées. Mais ça peut être important parce que des fois, en cours de saison, ça s'use et on doit réajuster ça. Fait que ça, probablement, ce que je viens de vous dire là, 2 fois par année, vous allez faire le tour. Mais à chaque jour, on l'a bien dit, c'est inspection visuelle, huile moteur, voir s'il n'y a rien d'anormal. À chaque semaine, on va faire un graissage complet. Évidemment, on vérifie notre huile. On va aller au filtreur à air tantôt. Puis, quelques fois par année, c'est-à-dire, on va vérifier le frein et l'ajustement de la courroie. Ça va effectivement faire en sorte que votre courroie va avoir une durée de vie beaucoup plus longue que si on n'ajustait jamais ça. Les filtreurs à air, on va essayer d'être insistant le plus possible. Bon, ils sont en arrière pour les... Je vais peut-être être vite un peu, là. Pour les enlever, on enlève le dispositif qui est ici. Même chose en bas. Je peux enlever le couvert. On va le mettre là temporairement. Puis là, on va être, comme je vous disais, un peu fatigant. Là. Un filtreur à air, contrairement à ce qu'on s'est souvent fait dire, il ne faut pas les souffler. Lorsque je prends mon filtreur à air qui est sale, puis que je le souffle au compresseur, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on mitraille notre carton, parce que ça, c'est un genre de carton qui est ici, et je fais passer une portion de la poussière à travers le carton. Ce qui fait que les pores du carton qui ont probablement, et je l'invente, ça a probablement 2, 3, 4 microns, probablement qu'on double, on triple, on quadruple la grosseur de ces trous-là, ou même, si on va plus intensément, on peut même carrément faire une fissure dans le carton, ce qui fait en sorte que le filtreur va venir qu'à beaucoup moins filtrer et le moteur va respirer beaucoup plus de poussière, de sable, de corps étrangers, de tout ça. D'ailleurs, on le voit assez fréquemment en atelier. Des fois, il y a des gens qui arrivent ici. Bon, forcé d'admettre, des fois, qu'ils n'entretiennent pas assez. Les filtreurs sont complètement sales, sont dégueulasses. Et à l'intérieur de la tuyauterie, passer le filtreur, c'est propre. À l'intérieur de l'intake, c'est super propre aussi. En contrepartie, on a des gens qui arrivent ici, les filtreurs sont super propres, on se doute que ça a été soufflé. Et à l'intérieur de la canalisation, c'est plein de sable. Donc, c'est important de comprendre que si je surnettoie mes filtreurs, ou simplement si je les nettoie tout court, on crée du dommage. S'ils sont très sales, on peut des fois, si on est mal pris, simplement les taper au sol pour enlever le gros. On peut, à la rigueur, continuer à travailler comme ça. Mais l'idée, c'est de les remplacer lorsqu'ils sont sales. Un filtreur à air, à moins qu'on travaille en saison de sécheresse, puis que là, le travail du filtreur est autrement plus sollicité, mais en temps normal, on devrait faire environ, je vous dirais, le 3/4 d'une saison avec le filtreur principal, et le pre-cleaner, donc le petit filtreur, devrait faire au minimum 1 année. On devrait remplacer entre 2 et 3 filtreurs, gros filtreurs pour un petit,
Mais dites-vous que ce n'est pas une dépense, un filtreur à air, c'est directement relié à la vie du moteur. Si on a un filtreur sale, c'est beaucoup moins problématique qu'un filtreur nettoyé. On est fatigant. En réalité, pour nous, c'est payant, ceux qui lavent des filtreurs à air, parce que ça crée du dommage dans le moteur. Mais pour vous, c'est pas payant de nettoyer un filtreur à air. Ça crée des problèmes. Et au fil des années, on est en mesure de l'affirmer, de le confirmer. Lavez pas ça de manière trop intensive. Il y en a qui me disent « Ah, je les tape à terre, ça, c'est pas grave. » Mais soufflez avec un compresseur à air, puis insistez, faites pas ça. Là, on va les remettre en place. Évidemment, on met le petit filtreur en premier. On met ça là. On met le gros en deuxième. On le met en place. On va remettre ça ici. Là, il y a un bec de canard qu'on appelle. Là. Il ne faut pas le mettre sur le côté parce que quand on va descendre ça ici, ça va venir arracher le bec de canard. Il faut le mettre vers le bas. En gros, je replace ça là. Mon bec de canard est vers le bas. Je remets les deux clips en place. Et le tour est joué. Encore une fois, si on fait un petit récapitulatif, on a notre inspection journalière à faire. Ça fait quelques fois qu'on en parle. L'inspection hebdomadaire qu'on va appeler. Quelques fois par année, il y a certains petits ajustements au niveau des courroies et du frein. Filtreur à air, ça c'est sûr et certain qu'à chaque semaine, on conseille ou on considère que c'est très important de les entretenir. S'ils sont sales, on les remplace, ou du moins le gros principalement. S'ils ne sont pas très sales, bon, comme on le répète, on peut simplement les taper au sol, on les remet en place. Et lorsque vient le temps de nettoyer, par exemple avec une machine à pression, soyez attentifs. Il y a des endroits qu'on ne conseille vraiment pas de le faire. Vous pouvez nettoyer avec un souffleur à feuilles à la rigueur. Mais lorsque vient le temps de passer ici avec de l'eau, ou plus principalement avec une laveuse à pression, il y a des roulements. Ça, il faut faire attention à ce positionnement-là. Au niveau du moteur, bien évidemment, on se tient loin. C'est pas qu'on déconseille fortement de le nettoyer, mais il y a des endroits où il faut être plus prudent. Là où il y a du couettage de fil, c'est pas parce que c'est un walker, c'est la même chose dans votre voiture. On ne veut pas insister pour que l'eau rentre partout dans les connexions. On a bien parlé aussi du système d'aspiration de l'air pour le refroidissement du moteur. Ça aussi, c'est important. Puis ça peut être fait des fois tous les jours. Des fois, quand il y a du pollen, à l'intérieur de quelques heures, c'est sale. Puis ça se peut que suite à la période du printemps, vous n'ayez pas du tout à faire ça. Fait que ça, c'est bien compris. Si vous voulez déplacer la machine sans faire partir le moteur, on peut désembrayer les pompes. On a un dispositif de désembrayage ici. Ça, c'est pour la pompe de gauche. Puis on en a un deuxième qui est pour la pompe de droite ici. Je tire ça vers le haut. Puis là, je viens de désembrayer les moteurs, ce qui va me permettre de pousser super facilement la machine. Tandis que si c'est embrayé, il n'y a pas moyen de déplacer ça. On va les rembrayer. Pour le faire, bien, je fais juste relever le petit dispositif ici. Même chose en avant. On lâche ça. Et le tour est joué. Suite à ça, bien, on va fermer le siège. Fermer le bac. Non, j'ai peut-être été vite un petit peu. Voyez-vous, là, on va peut-être parler un petit peu du système d'aspiration. Lorsqu'on tourne le gazon avec le tracteur Walker, évidemment, le gazon est coupé par les lames et il est lancé jusqu'à la turbine qui est ici. À partir de la turbine prend le relais, prend ce gazon-là, elle va le lancer dans le tuyau qui est là, un peu plus haut. Puis suite à ça, ça s'en va dans le bac. Qui est par ici. Assurez-vous que là-dedans, il n'y a pas 300 livres de stock mort. Nettoyez ça une fois de temps en temps. Même chose dans le tuyau qui est ici. Puis, plus tard dans le bac, on va comprendre, là, il y a un système de grillage. Puis je voulais que vous fassiez le lien avec la turbine qui est ici. La turbine, à passer, a rarement besoin d'être nettoyée. Là, ça se nettoie pratiquement tout seul. Là, on va fermer le siège. On va fermer le bac. Dans le bac, c'est là que ça se concrétise. On a évidemment une chute. La chute qui est ici, elle tourne de gauche à droite pour bien étendre le gazon partout dans la boîte, de manière à ce qu'on n'ait pas une accumulation de ce côté-ci et qu'il n'y ait rien là. Faut se le dire, quand c'est plein, ben c'est plein jusqu'au bord. Il y a d'ailleurs un petit dispositif ici qui vous indique quand le bac est plein. Il y a un petit bras qui, quand ça accroche dans le gazon qui est rentré par cette chute-là, va déclencher une switch. On l'entend d'ailleurs, là, ici. Puis cette switch-là va alimenter un buzzer ou un indicateur sonore qui
très facilement perceptible, même si on a des coquilles sur l'oreille. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de soucier si notre bac est plein. On le sait par l'indicateur qui est situé juste derrière le siège de l'opérateur. Et le principe est le suivant. On fait rentrer beaucoup d'air et de matériel par la chute qui est ici. Mais pour que de l'air puisse entrer dans le bac, il faut qu'elle puisse être en mesure de sortir. C'est un principe physique bien simple. Là. Mais en gros, si mon grillage qui est ici, il est opaque, il est pacté, il est plein, il est sale, appelez ça comme vous voulez, l'air va avoir beaucoup de difficultés à rentrer parce qu'elle ne pourra pas sortir. Et si l'air a de la difficulté à rentrer, bien, le gazon aussi va avoir de la difficulté à rentrer. Pour le nettoyer, on a deux petits knobs ou des petits boutons qui sont sous le grillage. On va pousser dessus afin d'être en mesure de le tirer. Puis à partir de là, bien, avec un boyau à jardin ou une laveuse à pression, on va le nettoyer. Si le gazon est très mouillé, des fois on peut même juste le cogner puis ça va tout débarquer. D'ailleurs, si vous travaillez dans du gazon ou des feuilles très mouillées, il y a un grillage qui se vend qui, à mon avis à moi, est primordial parce qu'on travaille au Québec, là, avec des grillages, des trous plus gros. Ça, c'est des trous 1/4 de pouce par 1/4 de pouce. L'autre grillage que je vous parle a des trous de 3/4 par 3/4. Fait qu'il est moins filtrant. Si on travaille dans du gazon qui est sec ou des feuilles sèches, on a un peu plus de particules qui vont sortir à l'arrière du bac. Mais en contrepartie, dans du matériel mouillé, ça travaille beaucoup mieux, c'est beaucoup moins porté à bloquer. Fait que des fois, ça prend les deux pour faire face à toutes les situations. Pour le remettre, on le passe sous la barre, donc en dessous de la barre qui est ici. On va l'aligner dans les tracks en bon français. On va le pousser jusqu'au fond. Soit dit en passant, si dans le fond, c'est plein de détritus, ça ne fonctionne pas bien, on va avoir de la difficulté à le pousser. Il y a des ressorts. Puis si derrière les ressorts ici, c'est plein de gazon, ben, c'est évident qu'on ne sera pas capable de remettre le grillage en place. Donc, nettoyer ça, ça peut être fait avec un bouée d'arrosage, il n'y a aucun problème. Fait que je vais remettre le grillage en place aussi facilement que ça. Puis, évidemment, par la suite, on peut fermer la boîte. Il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire à l'intérieur de ça. Les pneus, soit dit en passant, là, que ce soit les pneus de traction ou les pneus arrière, ceux-là, on recommande d'avoir environ 20 PSI, 20 livres d'air dans les pneus de traction. Puis à l'arrière, on parle plus de 25. Si le pneu arrière vient trop dégonfler, si on prend par exemple une chaîne de trottoir et peut se dégonfler subitement, à 25 livres, on est safe, on n'a pas de problème avec ça. Va venir le temps de vous indiquer un petit peu comment fonctionnent les commandes de la machine. On pourra peut-être se reprendre à un moment donné avec une vidéo qu'on fera à l'extérieur qui est un petit peu plus explicatif. Mais en gros, pour conduire le tracteur Walker, il y a des règles de base qu'on doit bien comprendre. Évidemment, un Walker, c'est une machine qu'on appelle zero turn, une machine qui tourne sur place. Le principe qu'eux autres ont développé, c'est un principe qui fait en sorte qu'on n'a pas à avoir de pression constante. Si par exemple, je m'en vais, j'avance tout simplement, je n'ai pas à pousser les bras qui sont ici, c'est le bras qui est à ma droite qui va faire le travail. Première des choses, on doit bien être discipliné. On a une main, la main gauche, qui est sur les bras de direction de machine et la main droite va être sur le bras qui détermine la vitesse qu'on va avancer. Donc, si je laisse ça au neutre, même si je pousse ici, il n'y a rien qui va se passer. Vous avez beau pousser fort, bien fort, bien fort, il n'y a rien qui va se passer. Le bras qui est ici, si je le pousse légèrement, même si mon contrôle à gaz est au fond, ça va avancer très lentement. Plus je vais le pousser, plus ça va aller rapidement, mais toujours en ligne droite. Ça fait que c'est évident que si je m'en vais en ligne droite, même si j'avance juste à 3 km/h, et je tire le bras qui est ici, donc le bras de droite, on va ralentir la roue de droite et la machine va se diriger vers la droite. Si je tire sur le bras de gauche, je vais ralentir la roue de gauche et on va aller vers la gauche. Donc, vous comprendrez que ça ne donne rien de les pousser. Là. En aucun cas, même si j'ai mis ça loin, si je pousse plus, il n'y a rien qui se passe. On va tirer un ou l'autre, ou évidemment que je peux tirer les deux. Si je tire les deux égales, la machine va ralentir les deux roues à la même vitesse. Donc, la machine va continuer d'aller droite. Puis, si je les relâche, la machine va continuer à la vitesse que j'avais présélectionnée au départ.
Mais ce qu'on conseille aux gens qui n'ont jamais conduit cette machine-là, c'est d'avoir la discipline que pour avancer, c'est avec ce bras-là, pour ralentir, c'est ce bras-là, puis pour arrêter, c'est avec ce bras-là. Ça, c'est notre sécurité. Si toutefois, il arrive quelque chose, on n'a pas une réaction instinctive de bien diriger le tracteur avec ces bras-là ici, je tire là-dessus, tout est arrêté. Mais normalement, lorsqu'on a pris un petit peu d'expérience, je suis en mesure de déterminer la vitesse que je vais avancer. Pour les lignes droites, bien, à savoir ligne droite, si je veux diriger, je tire un bras ou je tire l'autre. Puis c'est vrai qu'à plus long terme, vous allez être en mesure de mettre ça au maximum ici et de pratiquement tout faire avec la main gauche. C'est-à-dire que même si je suis au maximum, je peux quand même tirer mes bras pour aller au neutre. Si je tire encore plus, je vais me mettre à reculer. Je peux, si je les bouge comme ça ici, aller vers la droite. Si je les bouge dans l'autre sens, je vais aller vers la gauche. Je reviens à ligne droite, je recule, je retourne d'avant. C'est vite dit, mais en réalité, on peut tout faire si on veut avec la main gauche. Mais ça serait un petit peu stupide de mettre ça au maximum. Puis lorsque je fais une ligne droite, de toujours maintenir une pression dans mes doigts, on est mieux de sélectionner la vitesse qu'on veut aller selon la condition de gazon qu'on a à tondre. Et c'est beaucoup moins fatigant pour l'opérateur. Ceci dit, encore une fois, lorsqu'on va arrêter, on met ça au neutre. C'est important aussi de comprendre que tout zero turn, ou toute machine qui tourne sur place, lorsqu'on fait demi-tour, on préconise d'avoir toujours les roues en mouvement. C'est-à-dire que, tu sais, avec un walker, lorsqu'on tombe, on peut faire ce qu'on appelle du striping, c'est-à-dire on couche le gazon quand on va dans une direction sur un côté. Quand je reviens dans l'autre direction, après avoir fait demi-tour, je le couche sur l'autre côté, on s'amasse avec du gazon de deux couleurs. Pour ce faire, il faut faire des demi-tours, mais lorsqu'on fait des demi-tours, là où, quand je dis que les roues, il faut qu'ils restent en mouvement, c'est que si, par exemple, je m'en vais à une certaine vitesse et je fais simplement barrer cette roue-là sur place, donc je l'arrête de tourner, et que l'autre roue continue, la roue qui est fixe va certainement déchirer la pelouse. Parce que là, elle est sur place, puis elle étire le gazon. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de m'organiser pour mettre une roue à reculons. Par exemple, si je fais mon demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre, la roue qui est à droite va reculer, tandis que la roue de gauche, elle, va avancer. Là, c'est sûr que c'est un petit peu théorique, dans le fond, ce que je vous dis là. Si vous êtes à la maison et vous tentez de le faire, les 2-3 premières fois, vous allez voir, ce n'est pas instinctif. Mais il faut développer le réflexe de tourner autour d'un pivot et il faut que ce pivot-là soit situé entre les deux roues, donc entre vos deux jambes. Lorsque c'est bien fait, il n'y a pas de gazon qui va être arraché, il n'y a pas de gazon qui va être déchiré. Ça se fait super bien, mais il faut vraiment s'assurer qu'on a une roue qui recule et l'autre qui avance. On peut aussi, peut-être en conclusion, faire ce qu'on appelle un tournant en 3 pointes, c'est-à-dire que comme si j'avais un volant, je m'en irais en ligne droite. Plutôt que de faire un demi-tour, je vais diriger mon tracteur vers la droite, je vais reculer et je vais repartir. Sur un gazon qui est plus fragile, c'est sûr que c'est un petit peu moins d'attention de le faire de cette façon-là, particulièrement lorsqu'on commence. Un coup habitué, soyez pas inquiets, vous n'arracherez pas de gazon. Il s'agit d'avoir la bonne technique pour le faire. Je pense que ça fait dernière petite chose peut-être que je voudrais mentionner. Pour une machine qui a les moteurs Kohler, c'est-à-dire, on recommande de mettre de l'essence ordinaire là-dedans. On n'a pas besoin de mettre du super. Ces moteurs-là sont calibrés pour rouler avec de l'essence qui peuvent avoir jusqu'à 10% d'éthanol. Donc, mettre de l'essence ordinaire, c'est pas de malmener la machine, c'est fait pour ça, il n'y a aucun problème avec ça. J'espère que les quelques petits trucs qu'on vous a donnés vont vous servir. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, par courriel, Facebook si vous voulez. Mais l'idéal, c'est par téléphone. Puis encore, on peut vous rendre en magasin pour qu'on vous donne un petit peu plus de clarification. Mais en gros, si vous entretenez bien votre machine, elle va vous donner le maximum de rendement. Puis c'est là qu'elle va vous coûter le moins cher d'entretien majeur. On est en mesure des fois de prévenir les coûts comme il faut lorsqu'on a fait une inspection, ne serait-ce que visuelle. Et comme une voiture, lorsqu'on décèle ou on détecte quelque chose puis qu'on le répare immédiatement, c'est beaucoup moins dispendieux que si on étire les problèmes. Donc, merci de votre écoute et à plus tard.